Bonjour à tous et à toutes. Victor Marquis, moi je suis interne donc en phase socle du DES d'anesthésie réanimation et je suis actuellement en stage donc à Clamart, à l'hôpital Antoine Béclair, dans le service du professeur Mercier, un service qui est principalement tourné en anesthésie obstétricale. Aujourd'hui, je voulais vous parler donc de la PCA de rémifentanil dans le contexte donc de l'analgésie obstétricale. Clique sur le diapo. Voilà. Donc, un rappel très bref. Déjà, l'analgésie du travail en France, la technique de référence, pour être d'emblée clair, c'est la péridurale. Et Cocorico, on est le premier pays utilisateur à travers le monde. Est-ce que vous avez une idée, à tout hasard, du pourcentage d'utilisation de la péridurale lors du travail en France? 15. 90. Vous n'êtes pas loin, on est à 83, quasiment 83% des femmes qui utilisent l'analgésie péridurale lors du travail, avec également une utilisation importante de la PCA qui est en augmentation. Une des raisons historiques pour lesquelles on est parmi les premiers utilisateurs à travers le monde, c'est notamment, donc ça s'est beaucoup développé, il y a eu un essor dans les années 70, et principalement après les années donc, 94, où il y a la loi de Simone Veil finalement qui a étendu l'indication de la péridurale, enfin le remboursement au-delà des indications médicales, et donc toutes les femmes parturientes pouvaient bénéficier de façon 100% remboursée, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la péridurale s'est autant développée en France. C'est pas le cas de tous les pays, parce que à travers le monde, on voit un groupe, on va dire, de pays, et c'est pas forcément en rapport avec l'indice de développement ou des choses comme ça. On voit par exemple donc, la France qui est première, comme je vous le disais, en termes de taux, avec donc, la Belgique et les USA, alors qu'un pays plus proche de nous, avec lesquels on a tendance souvent à se comparer, c'est les Anglais qui sont ici, et qui sont plutôt aux alentours de 30%. Donc c'est pas du tout les mêmes taux, et on l'expliquera plus tard dans le déroulé de la présentation. La péridurale, c'est la technique de référence, il y a quand même des techniques alternatives. Et ça, c'est les alternatives qui sont validées selon les recommandations de bonnes pratiques de la HAS en 2017. Et donc, déjà, il y a une grande variabilité selon les équipes et les protocoles. Ce qui ressort quand même en priorité, en général, ça reste le méopa. Donc, c'est un mélange équimolaire de protoxyde d'azote et d'oxygène qui permet d'obtenir une analgésie, on va dire, légère, notamment au moment des contractions. C'est rapide à mettre en place. Je pense que c'est pour ça que c'est pas mal démocratisé, c'est assez simple d'utilisation, ça reste pas optimal. Une autre option, c'est l'analbufine qui est disponible en intraveineux, en intramusculaire, qui est donc un agoniste-antagoniste opioïde, qui a quand même pas mal d'effets indésirables, notamment au niveau fœtal, qui font finalement qu'elle n'est pas non plus une option idéale, même si elle reste quand même utilisée. Elle offre une analgésie qui est insuffisante par rapport à l'analgésie de la péridurale. Et enfin, le rémifentanil, dont on va discuter juste après. J'ai mis de façon plus anecdotique, mais il y a des pays où c'est plus le cas. Il y a d'autres méthodes alternatives, donc par exemple le bloc routeux interne, donc ce qu'on appelle le bloc pudendal, qui peut être notamment utilisé par les obstétriciens pour faire des manœuvres ou des extractions un peu rapides avec des ventouses ou des choses comme ça peut être utile. Il y a l'hypnose. Bon, vous imaginez qu'une femme en pleine contraction essaie d'aller l'hypnotiser, on imagine que c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas. Il y a par exemple les bains, où on peut immerger les femmes parturientes dans l'eau. Il y a l'acupuncture, le TENS, enfin toutes sortes de techniques alternatives qui restent quand même de second plan. La question, c'est quelle est la place finalement en France donc, pour la PCA rémifentanil comme alternative fiable et sécuritaire à l'analgésie péridurale. Il faut savoir qu'actuellement en France, dans l'algorithme, on va dire que la PCA de rémifentanil est globalement réservée uniquement aux contre-indications médicales de la péridurale. Les contre-indications médicales pour la péridurale, j'ai mis les principales, donc notamment on va dire celle qui est indiscutable, ce sont les troubles de l'hémostase, avec notamment, par exemple, des pathologies obstétricales comme un HELP syndrome ou des choses comme ça. Évidemment, il y a toutes les autres choses, donc tout ça, c'est finalement assez lié à toutes les ponctions périmédulaires qu'on peut faire, donc l'infection au point de ponction, l'hémodynamique maternelle instable, l'HTIC aigu avec menace d'engagement, et puis il y a d'autres choses avec tout ce qui est le rachis, les pathologies rachidiennes ou les pathologies de la moelle, mais bon, ça, c'est plus sur, on va dire, les difficultés techniques, et ça peut être discuté avec les neurologues également. Le rémifentanil,
qu'est-ce que c'est pour un rappel rapide? Donc c'est un morphinique de synthèse mu qui est donc de demi-vie très courte. C'est une des propriétés qui fait qu'il est pas mal intéressant dans cet usage-là, puisqu'il obtient son pic d'effet finalement en 60 à 90 secondes. On en reparlera plus tard parce que ça correspond assez bien en fait aux durées qu'on peut avoir sur les douleurs de contraction, sur leur effet maximal, etc. Et donc une demi-vie contextuelle de 3 minutes qui est une constante. Et donc ça aussi c'est encore une propriété intéressante. Le rémifentanil est métabolisé donc, par des estérases non spécifiques, à la fois plasmatiques et tissulaires. Et le métabolite d'élimination rénale, l'oxyde carboxylique, il est quasiment inactif. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez la femme enceinte, il y a des petites particularités, notamment en fait, les concentrations plasmatiques, elles sont diminuées. Il y a différentes raisons à ça. D'une part, la clairance qui est doublée du produit, donc avec un 93 ml kg par minute. Il y a une augmentation de l'activité des estérases du coup, chez la femme enceinte, et également le volume de distribution qui est diminué. Donc dans un premier temps, on va voir quel est le retentissement fœtal et est-ce qu'on peut l'utiliser de façon sûre durant le travail. Ce qu'il faut savoir sur le rémifentanil, c'est que finalement il a un passage transplacentaire qui est important. Mais malgré ce passage transplacentaire très important, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il a une élimination finalement qui est assez rapide par le fœtus. Et ce qui va nous intéresser principalement, c'est quand même les conséquences cliniques de ce passage transplacentaire sur le fœtus. On va voir ici, donc il y a une première étude, donc c'est la même étude, hein, ces deux graphiques-là sont de la même étude, qui est une étude finalement de 98 qui compare le passage transplacentaire maternel et puis qui permet d'étudier un petit peu tous les effets liés à l'utilisation du rémifentanil en intraveineux dans le cadre d'une césarienne. Donc ici, c'est le diapo des concentrations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que les concentrations au niveau de la veine ombilicale, le rapport de concentration de rémifentanil de la veine ombilicale versus l'artère maternelle, il est de 0,88. Autrement dit, 88% du rémifentanil qui circule au niveau maternel passe la barrière placentaire. Et deuxième statistique qui est intéressante, en l'occurrence ici, c'est qu'on voit le rapport finalement sur l'artère ombilicale sur la veine ombilicale, qui est lui de 0,29, donc 29% de ce que le fœtus finalement ce qui a pu passer dans le placenta ressortira donc au niveau maternel. Et le seul problème qu'on a avec ce chiffre-là, finalement, c'est qu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas réussi à faire de modèle clair pour expliquer si c'est une élimination rapide par le fœtus ou alors s'il y a aussi une part de redistribution. Et en fait, c'est pas forcément évident de faire la part des choses. Toujours est-il que, cliniquement, on voit que les scores Apgar à 1, 5 et 10 minutes, donc c'est les scores Apgar donc supérieurs à 7, avec les pourcentages qui sont ici, globalement, dès 5 minutes, c'est comparable, et à 10 minutes, c'est quasiment complètement identique, donc il n'y a pas de retentissement majeur. Ce qu'on peut regarder maintenant, c'est, par rapport à la référence, donc la péridurale. Au niveau de la péridurale, c'est une étude ici, c'est une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés qui compare donc, la péridurale et la PCA de rémifentanil pour le travail. Et ce qu'on peut voir ici, donc, il s'agit des pourcentages de score Apgar inférieurs à 7, à 1 et à 5 minutes. Et on voit que, globalement, ici on voit donc à 1 minute et à 5 minutes, c'est la même chose. Et donc ça, c'est plutôt rassurant quant à l'utilisation du rémifentanil. Autre chose qui est intéressante pour nous, cliniquement, une clinique un peu plus parlante, c'est l'admission finalement en soins intensifs néonataux et également le recours et les besoins en ventilation à pression positive. Comparativement entre les deux groupes, donc rémifentanil et la péridurale, et on voit finalement que c'est globalement, encore une fois, la même chose et il n'y a pas de différence entre les deux techniques. Donc ça, c'est deux critères quand même qui permettent de dire que l'utilisation semble sûre pour le bébé. On va voir ensuite, au niveau maternel, quels sont les retentissements du rémifentanil. Et le rémifentanil, globalement, il a à peu près les effets classiques des morphiniques, donc à savoir la somnolence, sédation, le prurite, les nausées, vomissements, donc évidemment les effets cardiovasculaires, à savoir la bradycardie et l'hypotension. Et ce qui nous intéresse surtout dans le cas du rémifentanil au niveau maternel, c'est la problématique respiratoire, avec donc le problème de dépression respiratoire, d'apnée, etc. Et la rigidité de la paroi. Et on va voir juste après que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus, puisqu'on voit ici donc, une étude qui est finalement, comme je vous l'ai dit, tirée donc,
d'un réseau d'études concernant la sécurité d'emploi du rémifentanil. C'est un réseau suisse qui, depuis 2009, sur des déclarations, donc un réseau qui promeut l'utilisation sûre de la péridurale, de la PCA de rémifentanil. Ils ont recensé tous les événements indésirables qu'ils ont pu avoir au cours de l'utilisation, avec donc des utilisations optimales, a priori, des protocoles bien réalisés. C'est des gens qui le font en pratique courante. Et ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est que quand même, dans cette étude-là, ça montre que donc, sur à peu près, ils sont quasiment à 14 000 PCA de rémifentanil, donc c'est assez parlant quand même en termes de chiffres. On voit quand même qu'il y a quasiment un quart de pourcentage d'hypoxie qui survient, sachant que l'hypoxie la décrivent pour un stade finalement inférieur à 94%, la saturation en oxygène. Alors évidemment après donc, il y a tout ce qui est sédation, nausée et prurite, mais ça nous intéresse moins en l'occurrence, puisque ça a quand même des conséquences. Donc là on va le voir dans un premier temps, le pourcentage comparé des désaturations inférieures à 94% entre la PCA de rémifentanil et l'anesthésie péridurale. Ici, encore une fois, c'est une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés, et on voit clairement qu'il y a un rapport de risque qui est supérieur pour la PCA de rémifentanil à 3,23, et il est significatif ce résultat. Et donc c'est quand même un problème, puisque ça peut quand même avoir des conséquences graves chez les parturiantes, notamment donc, dans la littérature, il y a au moins 2 case reports d'arrêt cardio-respi chez les femmes enceintes qui sont liées à l'usage de la PCA de rémifentanil, avec donc à chaque fois une analyse pour essayer de comprendre un peu ce qui a pu se passer. Il y a pas mal de facteurs de risque qui sont retrouvés, mais parfois ils ne sont pas toujours identifiés clairement. En gros, il y a donc tout ce qui va amener à un surdosage, donc l'ébolie inappropriée, les erreurs de dilution, les mauvais paramètres de la pompe, avec par exemple une période réfractaire qui est trop courte, ou alors un débit continu trop important, ou des choses comme ça. Des prises antérieures de morphinique par la parturiante, et un facteur qui revient quand même assez souvent, c'est globalement l'absence de surveillance rapprochée des parturiantes au cours de l'utilisation de la pompe. Encore une fois, là je vous montre une autre étude qui est menée aux Pays-Bas, qui montre donc, les effets indésirables graves rapportés, qui sont liés donc, à l'utilisation de la PCA rémifentanil. On voit donc finalement qu'il y a quand même 27 effets indésirables graves qui surviennent chez la femme enceinte, et 2 donc, en néonate. Au niveau notamment de la désaturation, il y a quand même 23 cas de désaturation maternelle, sachant qu'en plus ils prennent un seuil qui est assez bas de désaturation, inférieur à 85%. Donc le chiffre est probablement sous-estimé si on prend des normes plus rigoureuses. Donc il y a aussi des cas d'apnée qui sont rapportés, ils les décrivent comme moins de 3 cycles respiratoires par minute, il y en a quand même un certain nombre. Des épisodes de bradycardie inférieurs à 50, et surtout un cas d'arrêt cardio-respiratoire qui a été rattrapé et sans conséquences sur le long terme, mais c'est quand même, ça peut avoir des conséquences gravissimes chez les parturiantes. Maintenant, je vous ai parlé un petit peu de la sécurité de l'emploi. On va voir un petit peu, en termes d'efficacité, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de la PCA de rémifentanil versus le gold standard, donc l'anesthésie péridurale. Et donc là, c'est finalement une étude, une méta-analyse des essais contrôlés randomisés, qui va comparer les scores EVA de la PCA de rémifentanil versus la péridurale. Et en fait, on voit clairement qu'il y a une différence de 1,41, donc qui est parlante. En revanche, même si effectivement la péridurale a un avantage en douleur objective, on voit qu'il y a quand même une différence au niveau du ressenti subjectif. Puisque pour ce qui est de la satisfaction maternelle entre la PCA de rémifentanil et la péridurale, on voit cette fois-ci qu'il n'y a pas de différence qui est rapportée. Donc finalement, on voit qu'il y a une différence entre l'efficacité objective et le ressenti de la patiente, de la parturiante, par rapport à la technique dans son ensemble. Ce qui nous permet finalement de dire que, certes, la péridurale elle offrira une analgésie plus efficace et plus stable tout au long du travail. En revanche, la PCA de rémifentanil n'offre pas un niveau de satisfaction maternelle inférieur. On peut dire équivalent, mais voilà, globalement, les femmes semblent satisfaites de cette méthode d'analgésie, notamment, je pense, parce qu'il n'y a pas le côté, donc, la piqûre qui fait peur à quand même pas mal de parturiantes, le stress lié à ça, et je pense aussi peut-être l'effet sédatif direct qu'on peut avoir avec le rémifentanil un peu euphorisant.
Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, les contractions utérines, elles sont rapprochées lors du travail, avec une intensité maximale qui est assez rapidement atteinte. Et finalement, sur la durée totale moyenne des contractions, en général, c'est de 60 à 90 secondes, ce qui correspond à peu près finalement au pic d'effet max du rémifentanil. Donc il y a un léger décalage, il y a un léger temps de retard quand même, ce qui fait que ça peut peut-être amener, ça peut expliquer pourquoi les femmes auraient recours à souvent utiliser le bouton quand même, puisque du fait de ce léger décalage, ça pourrait peut-être amener finalement des surdosages. On va voir dans d'autres pays, notamment par exemple au Royaume-Uni. C'était pour, comme je vous en parlais au début du topo, finalement la PCA de rémifentanil elle est plus utilisée au Royaume-Uni et il y a pas mal de raisons qui peuvent expliquer ça. Donc déjà, premièrement, il y a moins de demandes d'anesthésie péridurale par les femmes et ça, il y a différents facteurs explicatifs. Notamment, ce serait un peu l'équivalent des vaccins chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une certaine défiance, notamment chez les sages-femmes en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, il y a une défiance et certaines croyances par rapport au retentissement sur le travail. Et donc ça pourrait expliquer par exemple pourquoi il y a moins de demandes d'anesthésie péridurale par les femmes. Autre chose qui est quand même importante, c'est que l'offre de soins anesthésiques elle est différemment organisée au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'en France, on a la consultation obligatoire d'anesthésie, ce qui n'est pas le cas chez eux. Donc il n'y a pas la consultation d'anesthésie obligatoire. Le nombre d'anesthésistes est moindre comparativement à la France par rapport au nombre de parturientes dans la maternité. Et donc ils sont moins disponibles forcément. Et surtout, il y a une grande différence au Royaume-Uni, c'est que finalement, il y a une sage-femme pour chaque parturante, ce qu'on appelle le concept de one-to-one, et ce qui n'est pas le cas en France. En France, une sage-femme en salle de naissance s'occupe facilement de 3 à 4 parturientes en même temps. Et donc forcément, ça leur permet d'avoir une surveillance rapprochée. Maintenant, on peut aussi se poser la question de peut-être qu'il y a des raisons économiques à ces différences. Et en fait, quand on regarde cette étude qui a été menée aux Pays-Bas, il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas de différence finalement entre la PCA de rémifentanil et l'analgésie péridurale. Donc ça, c'est des prix qui sont affichés en euros. C'est les coûts totaux du début du travail jusqu'à finalement le postpartum, jusqu'à 10 jours après. Et ces coûts-là, donc forcément, sont indexés sur l'époque où ça a été fait. Donc il faut imaginer qu'avec l'inflation, ça a dû changer depuis. Mais c'est juste pour avoir un rapport comparatif. Et là, ce qu'ils ont fait qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont comparer différents scénarios. Et là, ils ont essayé d'imaginer ce que ça pourrait donner, faisant des modèles statistiques, pour voir en fait finalement si on renforçait la surveillance avec un anesthésique qui est toujours il s'intéresse toujours. Donc au démarrage, il est présent au démarrage de la pompe, et avec un one-to-one, durant toute la durée, et bien en fait les prix, encore une fois, là, ils sont quasiment identiques. Et ça diminue encore la différence. Et donc là, c'est par exemple un protocole du coup, de PCA de rémifentanil pour l'analgésie obstétricale qui est tiré du MAPAR. Donc, voilà. Avec donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on commence d'abord par des bolus de 20 à 50 gamma, avec une période réfractaire courte, et finalement, on ne met pas de débit continu. On augmente les bolus par palier, jusqu'à ce que la patiente soit satisfaite. Et si vraiment on n'arrive pas à atteindre une satisfaction, on peut effectivement rajouter en fond un petit débit. Ce qui est intéressant de noter, c'est tous les paramètres de surveillance. Notamment, ce qui est proposé, c'est de mettre de l'oxygène systématique, avec éventuellement un capno. L'avantage du capno par rapport à un oxymètre de pouls classique, c'est qu'en fait, finalement, le capno va pouvoir permettre de détecter plus précocement des apnées, parce qu'on peut avoir des apnées qui peuvent détecter plus facilement avec le TCO2, que finalement avec la simple désaturation qui peut survenir jusqu'à 1 minute après l'apnée. Donc ça peut être intéressant pour les détecter, essayer en tout cas de les détecter avant. Évidemment, donc tout un scope, pour les paramètres classiques, on va dire. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand même de prévenir le pédiatre à la naissance pour éventuellement, même si ça n'a pas été beaucoup rapporté, d'avoir la nécessité d'avoir de l'anoxone à proximité au cas où. Et évidemment, favoriser la présence d'un accompagnant qui puisse justement avoir une surveillance rapprochée, même si en France, du coup, on n'a pas vraiment ce système de one-to-one. Pour conclure, en quelques mots, donc finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que la péridurale, ça reste le gold standard pour l'analgésie du travail, que ce soit, voilà, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. En revanche, c'est vrai que la PCA rémifentanil pourrait être intéressante pour les parturientes qui refusent la péridurale, mais ce seraient des parturientes qui seraient sélectionnées, et il faudrait surtout mettre un protocole très rigoureux
de surveillance, avec notamment, comme on disait justement, un capno, un oxymètre, le recours à l'oxygénothérapie systématique, un one-to-one idéalement, et un protocole de réglage de pompe sur une équipe qui est entraînée. Et dans ces conditions-là, effectivement, on pourrait se poser la question d'essayer d'étendre un peu les indications. Et voilà.